Je vais, je vais présenter très très rapidement Daniel Hervé. Donc, et puis après, je lui laisserai la parole pour développer un petit peu son arrivée chez Bertin. Donc, Daniel est titulaire d'un diplôme. Alors, quand il est arrivé, il était titulaire d'un diplôme en électrotechnique en 1963, donc ça fait déjà pas mal de temps, complété par une formation en électronique. Et puis, il avait de la famille qui travaillait dans l'Essonne, qui habitait l'Essonne. Et donc Daniel, à cette époque-là, a quitté Cherbourg pour un emploi de dépanneur en télévision et d'électronicien à la faculté des sciences. Et il a rencontré son oncle à Gometz. Il lui rend visite et puis, lors de cette visite, il fait la connaissance de l'une des équipes Bertin qui, à ce moment-là, lui propose un emploi. Et c'est comme ça que Daniel Hermis, donc, est rentré chez Bertin. Voilà. Maintenant, je vais te laisser développer un petit peu, Daniel. Et puis on commencera, là je vais mettre le PowerPoint en partage. Donc, dernière information pour tous, si vous pouvez couper vos micros, couper vos vidéos également pour ne pas surcharger la bande passante, ça serait très très bien. Voilà. Et puis de toute façon, après, il y aura la possibilité de poser des questions en direct, mais deux films donc, vont être présentés, l'un derrière l'autre, mais ces deux films vont être entrecoupés de questions qu'on a préparé avec Daniel. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Daniel. Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci de participer à cette conférence et merci surtout à Patrick d'avoir initié et organisé cette rencontre. Alors, il m'a déjà présenté, donc pour compléter, moi, j'avais l'intention de rentrer au CEA, j'avais passé un entretien et comme j'avais rencontré l'équipe Bertin, il m'avait dit oh, ben, on serait intéressé par votre formation, parce que nous, on est plutôt mécaniciens qu'électroniciens. Ça serait bien que vous veniez travailler avec nous. Alors, bon, je les avais vus, mais je n'avais pas encore vu l'appareil. Et je n'avais pas le téléphone à l'époque, j'habitais pas les autres. L'épicière d'à côté est venue chez moi me dire écoute, écoutez, il y a la société Bertin qui vous appelle, là, ça fait 2 fois, il faudrait que vous allez les voir. Bon, donc je suis retourné les voir, et là, je suis tombé en extase devant le 01 qui était sur la voie. Alors, évidemment, ils ont réitéré leur demande de venir travailler avec eux. Bon, alors, moi, j'étais déjà embauché au CEA. Hein. Je savais que je rentrais au CEA le 15 septembre 66. Bon, ils ont réussi à me convaincre d'aller voir le chef du personnel. Bon, je suis allé voir le chef du personnel de Bertin et puis je savais combien j'allais gagner au CEA, donc j'ai mis la barre un peu plus haut. Et puis, eh ben, j'ai dit oui, pas de problème. Donc, j'ai intégré l'équipe. Alors, c'était quand on travaillait, j'étais évidemment embauché en tant que euh, électrotechnicien, mais je ne faisais pas que ça. C'était un travail d'équipe, l'aérotrain. Hein. Je faisais aussi bien de la mécanique que de l'électricité. Alors, je vous dirai un peu plus tard comment je suis devenu pilote d'essai. C'est par ma formation. Ou alors, je peux vous expliquer cela maintenant, si vous voulez. C'est comme tu veux, Daniel, c'est toi qui décides. Bon, alors, si vous voulez, bon, je m'occupais essentiellement de tout ce qui était électricité de bord de l'aérotrain, et puis aussi du dépouillement des mesures, parce que, évidemment, dans un véhicule, dans un proto, on enregistre tous les paramètres, hein, que ce soit paramètres des coussins d'air ou des moteurs, peu importe. Et en plus, ben, je m'occupais un peu de ça, quoi. Et puis, c'était Maurice Lefranc qui était le premier pilote de l'aérotrain. C'est lui d'ailleurs qui a fait les premiers records. Hein. Et un jour, il m'a dit, écoute, Daniel, il faut que je forme un pilote d'essai parce que, bon, il va y avoir des essais systématiques et moi, je ne veux pas tout faire. Je ne veux pas passer mon temps dans les véhicules. On a pensé à toi parce que de par ta formation, tu sauras ce que tu fais. Quand tu agiras sur un interrupteur ou une commande de gaz, ou etc., tu connaîtras la chaîne
la chaîne de commande derrière, et ça, c'est intéressant pour nous. Alors, évidemment, moi, j'étais le plus jeune de l'équipe, j'ai sauté à pieds joints, mais j'étais un peu complexé vis-à-vis des autres qui étaient là avant moi. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai un grand merci à Maurice Lefranc, qui est malheureusement décédé maintenant. Mais c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc, j'ai fait toute la campagne de Gometz, et puis après, je suis parti à Orléans. On développera ça au fur et à mesure, quoi. Oui, Voilà. donc on, on peut passer donc à on va d'abord vous projeter un film, et puis après il y aura une série de questions qu'on a préparées avec Daniel, et puis on terminera également par un autre film, et tout de suite après s'ouvrira les questions-réponses que vous pourrez poser. Cet appareil est un aéroglisseur. Tout son poids est supporté par un coussin d'air qui exerce sur l'eau une légère pression. Mais l'eau n'est pas déplacée. Il ne la touche même pas. Le sillage est un simple frémissement de l'eau provoqué par l'échappement de l'air servant à la sustentation. La comparaison avec le sillage d'un bateau n'est-elle pas éloquente? La vue du déplacement d'un aéroglisseur sur l'eau permet de mettre en évidence deux avantages essentiels qu'apporte la sustentation sur coussin d'air. D'une part, l'absence de contact avec la surface sur laquelle il se déplace supprime toutes les fatigues mécaniques qui limitent la vie du matériel. D'autre part, la pression exercée est extrêmement faible. Ces avantages se retrouvent évidemment lorsque le véhicule se déplace sur une surface ferme. C'est le cas de l'aérotrain qui, en outre, présente la particularité d'utiliser une voie qui lui est propre et sur laquelle il est guidé par un rail. La forme donnée à la voie de l'aérotrain est celle d'un T inversé. Le guidage est assuré, comme la sustentation, par des coussins d'air qui prennent appui sur cette voie. Quant à la propulsion, l'aérotrain peut utiliser la plupart des moyens que l'esprit inventif des hommes a découvert ou découvrira. Jusqu'à présent ont été essayés l'hélice aérienne, entraînée par un moteur d'avion, le moteur électrique linéaire, le réacteur aéronautique, le système à crémaillère et la roue pressée sur le rail vertical. Le freinage est assuré pour l'essentiel par l'inversion du sens de l'action du propulseur, quel qu'il soit. Puis, en complément, par des mâchoires qui en serrent le rail de guidage. 5 modèles d'aérotrains ont été expérimentés. Le premier était destiné à prouver que la formule était bonne. Il était propulsé par un moteur d'avion et une hélice aérienne. Conçu pour une vitesse de 200 km/h, il atteignait 180 km/h sans le moindre problème à sa 5e sortie en mars 1966. Et le 4 décembre 1967, muni d'un réacteur et de fusée d'appoint, il établissait le record du monde de vitesse pour véhicule guidé sur rail à 345 km/h. Sa stabilité était parfaite. Le second véhicule expérimental fut alors construit pour permettre d'effectuer des essais systématiques de fonctionnement à vitesse élevée dans la plage allant de 250 à plus de 400 km/h. Il était propulsé par un réacteur de 1300 kg de poussée au point fixe. Les essais se déroulèrent d'avril 1968 à fin 1969. Ils furent en tout point conformes aux prévisions. Ils confirmèrent notamment que, quelle que soit la vitesse atteinte, le coussin d'air jouait parfaitement son rôle, son avantage essentiel étant d'effacer les irrégularités de la voie, donc de supprimer les chocs et de rendre ainsi inutiles les lourds systèmes de suspension qui engendrent bruits et vibrations. Avec l'aérotrain interurbain, on change d'échelle. Ce premier modèle, d'une capacité de 80 places, est la préfiguration des appareils destinés à effectuer des liaisons de ville à ville sur des distances de 50 à 500 km. Une hélice carénée, entraînée par 2 moteurs turbo-3 en assurait la propulsion à une vitesse de croisière de 260 à 280 km/h. 750 heures de fonctionnement
dans des conditions d'essai sévères, permirent de démontrer que l'aérotrain pouvait assurer un service régulier. Une nouvelle étape fut alors franchie en 1973 en installant sur l'aérotrain existant un réacteur aéronautique insonorisé. Il ne s'agissait évidemment que d'expérimenter la formule en utilisant le véhicule que l'on avait sous la main. Sur le véhicule définitif, le réacteur sera parfaitement intégré. Effectué à des vitesses comprises entre 360 et 420 km/h, les essais ont confirmé que malgré ces vitesses élevées, le confort est remarquable et la sécurité totale. Le 5 mars 1974, sous le contrôle officiel de commissaire de l'Aéroclub de France, les vitesses suivantes ont été enregistrées. Vitesse moyenne sur 3 km, 417 km/h. Vitesse de pointe, 430 km/h. De telles vitesses sont superflues pour assurer les transports de masse aux abords des villes. Par contre, les véhicules doivent être entièrement silencieux. C'est le cas de l'aérotrain suburbain qui, propulsé à 180 km/h par un moteur linéaire, est destiné aux liaisons comprises entre 5 et 50 km. Pour adapter la capacité de transport aux besoins du trafic, il suffit d'atteler ensemble le nombre de véhicules nécessaires. Lorsqu'il s'agit de transporter des usagers en milieu urbain ou dans un ensemble de constructions étendues et complexes, la vitesse souhaitable est beaucoup plus faible. Mais le coussin d'air y conserve tout son intérêt. Le problème qui se pose dans ce cas est de pouvoir contourner les obstacles et changer de niveau sur de courtes distances. Le tridyme, qui doit son nom à l'aisance avec laquelle il se déplace dans les 3 dimensions, satisfait à ces exigences. Le modèle de dimension réduite qui a servi aux essais était à crémaillère, mais d'autres modes de propulsion sont utilisables à volonté. La crémaillère a été rendue silencieuse par l'utilisation de matériaux plastiques à faible coefficient de frottement et grâce à la mise au point de techniques de fixation sur matériaux souples qui ont permis de réaliser des structures mixtes. Les coussins sont du type de ceux qui sont utilisés en manutention. On y a simplement ajouté la suspension pneumatique intégrée, comme sur l'aérotrain haute vitesse. La faible consommation d'énergie de ces systèmes de coussins, environ 3 kW par tonne, le situe au niveau des meilleurs systèmes de sustentation concevables. Les moteurs électriques, classiques mais améliorés, permettent un démarrage en côte sur une pente de 20% dans le cas présent. Mais il pourrait être fait davantage si cela était nécessaire. Le tridyme peut être entièrement automatisé. Il peut être appelé comme un ascenseur par un passager sur le quai. L'automatisation complète de la marche des véhicules est facilitée par la présence de la crémaillère qui permet, par simple comptage des dents, de localiser les véhicules à tout instant. Ces véhicules peuvent évidemment être attelés en nombre quelconque, que leur capacité soit de 4 places comme celui-ci, ou de plus de 100. Le système tridyme permet donc de répondre à tous les volumes de trafic. Ainsi donc, avec l'aérotrain, les différentes variantes d'un nouveau mode de transport ont, pour la première fois, atteint leur stade de développement sans passer par une période épique. Avez-vous l'impression que ces passagers essuient les plâtres d'un moyen de transport révolutionnaire ? Objectif technique atteint. Tel pourrait être le jugement commun porté sur tous les modèles d'aérotrains qui ont vu le jour. À quoi peut-on attribuer un tel succès ? Nos ingénieurs vous répondront qu'ils n'ont pas de formule magique et que l'atout essentiel de l'aérotrain, c'est sa simplicité. C'est pourquoi les passagers des futures lignes commerciales sont dès maintenant assurés de bénéficier de tous les avantages que les véhicules expérimentaux ont permis de mettre en valeur. La sécurité est apportée par la forme de la voie qui rend tout déraillement impossible et par sa surélévation qui empêche la présence de tout corps étranger ou de tout animal. L'aptitude aux vitesses élevées provient de la suppression des roues et de tout dispositif d'entraînement et de suspension, ce qui élimine les frottements et les pièces lourdes en rotation. Le confort résulte de l'absence de tout contact avec le sol sur une trajectoire qui est néanmoins rigoureusement définie par le rail.
Nous passons ici à la station à plus de 420 km/h. Pas la moindre vibration n'est perceptible. En outre, la légèreté des véhicules permet une accélération et une décélération importantes. Malgré les arrêts, la vitesse commerciale reste donc assez proche de la vitesse de croisière. La durée totale d'un voyage en est notablement diminuée et c'est cela qui compte pour l'usager. Enfin, autre point apprécié par le voyageur, la conception même de l'aérotrain, circulant sur une voie qui lui est propre, permettra des départs extrêmement fréquents, toutes les 2 minutes par exemple, pour un suburbain. Sécurité, confort, vitesse, fréquence, accès direct au cœur des villes. Tous ces avantages conduiraient à penser et à trouver normal que l'aérotrain soit plus coûteux qu'un autre système de transport. Or, il n'en est rien, car la véritable révolution qu'apporte l'aérotrain est d'ordre économique. En effet, ayant à supporter un véhicule léger, sans aucune surcharge localisée, la voie est elle-même légère et sa construction est très simple. En outre, sa légèreté permet de la construire au-dessus du sol, sur des pylônes dont l'emprise au sol est très faible, ce qui réduit les indemnités d'expropriation à une fraction de ce qu'elles sont pour une voie ferrée. La réalisation des aiguillages est simple, notamment en raison du fait qu'il suffit de déplacer le rail de guidage, alors que tout le poids du véhicule reste supporté par une structure fixe. Ceci est vrai pour tous les types d'aérotrains. Enfin, les dépenses d'entretien de la voie sont inexistantes, car, souvenez-vous, il y a entre un aéroglisseur et la surface sur laquelle il se déplace un coussin d'air dont la pression est insignifiante et qui supprime tout choc, donc toute usure. Nous n'allons pas nous lancer dans les questions financières. Nous les laisserons aux spécialistes. Ils disposent de tous les documents chiffrés, permettant d'établir que, dans certains créneaux, la supériorité économique de l'aérotrain est nette. Voyons plutôt si les avantages offerts aux voyageurs ne s'obtiennent pas au détriment de la collectivité. Il y a d'abord la pollution atmosphérique. Ces images semblent apporter une réponse défavorable. Nous vous les montrons parce que des personnes mal renseignées ou mal intentionnées en ont conclu que l'aérotrain était extrêmement polluant. Elles ignoraient qu'il s'agissait d'expériences tout à fait exceptionnelles. En effet, pour étudier le bon comportement à vitesse élevée de véhicules non prévus à l'origine pour cela, il fallait, la voie étant très courte, leur communiquer une accélération très importante. On les a donc dotés de moyens de propulsion complémentaires, en l'occurrence des fusées. Les moyens de freinage étaient d'ailleurs eux aussi exceptionnels. Comme les images avec fusée étaient spectaculaires, elles ont été complaisamment montrées au public, et c'est ainsi que s'est répandue une opinion complètement fausse. Car, en réalité, l'aérotrain utilise soit l'énergie électrique, et dans ce cas la pollution est nulle sur la ligne, soit la turbine à gaz, qui est l'un des moins polluants des générateurs de puissance quand elle est normalement utilisée. Ce qui fait croire le contraire, c'est qu'au décollage, la turbine est suralimentée pour avoir une puissance maximale. La combustion est alors incomplète et l'avion laisse un sillage de fumée. L'aérotrain ne se trouve jamais dans ce cas. Sur le plan du bruit, l'aérotrain est également bien placé. D'une part, le bruit de roulement est supprimé par l'emploi du coussin d'air qui est entièrement silencieux. D'autre part, le bruit de propulsion est inexistant sur les modèles urbains et suburbains qui utilisent des moteurs électriques. Quant aux modèles interurbains, s'il peut paraître étonnant de les voir équipés d'un réacteur d'avion dont le bruit est un cauchemar pour ceux qui habitent au voisinage des aérodromes, l'explication est simple. Sur un aérotrain, qui n'a pas besoin de surpuissance, il est possible d'installer un dispositif d'insonorisation très efficace. Le traitement acoustique comporte d'une part l'utilisation de matériaux insonorisants en amont et en aval du réacteur, et d'autre part une réduction du bruit d'éjection des gaz à l'aide d'une trompe. Ces dispositifs diminuent de 20 décibels la puissance sonore du réacteur, ce qui est considérable. À 350 km/h, le niveau du bruit de cet aérotrain est tout à fait comparable à celui d'un train électrique ne circulant, lui, qu'à 200 km/h.
Pourtant, certains ont osé écrire que, dans les parages de la voie de l'aérotrain, le bruit était si effrayant que les poules ne pondaient plus et que les vaches mettaient bas avant terme. Regardez comme elles sont affolées. Demain, avec les nouvelles soufflantes insonorisées, le bruit réel sera encore plus faible. L'environnement, c'est aussi l'esthétique. Reconnaissez que les véhicules expérimentaux ne sont pas malvenus, bien qu'à ce stade préliminaire de développement, aucun souci de design n'ait été pris en considération, sauf pour le tridim. Soyez certains que les véhicules commerciaux n'auront rien à envier aux autres moyens de transport. Quant à l'insertion de la voie dans le paysage, que préférez-vous? Ceci? Ceci? Ou cela? Non, pardon, cela c'est le pont du Gard. Et cela, c'est la voie de l'aérotrain. La voie de l'aérotrain, vous pouvez également la voir comme d'un avion sur cette photographie que nous devons à l'obligeance de l'IGN. Mais il faut bien la chercher, cette voie. Pour la trouver, il faut d'abord repérer la gare. La voici. Et voici la voie. Pourquoi est-elle si peu visible? C'est parce que rien n'a été modifié dans le paysage. La forme des champs est restée la même. Le domaine foncier n'a subi aucune atteinte. Il n'en va pas de même quand on construit une nouvelle voie au sol. Sur cette photographie se trouvent également une voie ferrée datant de plus d'un siècle, une route nationale ancienne et une autoroute de construction récente. Les champs ont dû s'aligner sur la frontière que constituent ces voies. De part et d'autre, les cultures sont différentes. Chaque exploitant agricole, dont les champs ont été coupés en deux, se trouve pour toujours dans l'obligation d'adapter ses cultures à la nouvelle répartition de ses terres. Sous une voie d'aérotrain, au contraire, le travail et le trafic continuent comme par le passé. Contrairement à ce qui se passe lorsqu'il y a une coupure au sol, l'exploitant agricole n'a pas à faire un détour avec ses machines pour trouver un pont lui permettant de rejoindre l'autre partie de son exploitation. Et il n'a pas été nécessaire non plus de procéder à un échange de parcelles dans lequel il y a toujours un perdant. Le cultivateur conserve ses terres d'un seul tenant. Ainsi donc, qu'il s'agisse de l'utilisateur, de l'investisseur ou de la population environnante, l'aérotrain se révèle l'emporter sur les autres modes de transport, non pas dans tous les cas, certes, mais dans une certaine fourchette de trafic sur courte et moyenne distance. Peut-être alors vous posez-vous la question, pourquoi n'y a-t-il pas encore de ligne d'aérotrain? Prenez patience, il est permis d'espérer que dans quelques années, vous ne vous la poserez plus cette question, car il y aura des lignes d'aérotrain. Daniel, donc la première question, ça vient d'où l'aérotrain? La genèse, c'est quoi? Alors, l'aérotrain, bon, ce n'est évidemment pas une idée de Jean Bertin. Jean Bertin était ingénieur en chef à la SNEGMA. Il travaillait notamment sur les reverses d'avions. Et justement, en travaillant sur les reverses d'avions, il a redécouvert un peu l'effet de sol. Il s'apercevait qu'en mettant en reverse, il avait tendance à sustenter le moteur. Donc, l'idée, comme de toute façon, il avait l'idée de quitter la SNEGMA, quand il a créé sa société à Paris, il a emmené avec lui 3 ou 4 ingénieurs et il a repensé à cet effet de sol pour le mettre en application dans les transports. Alors, bon, à Paris, ils ont travaillé toujours dans la recherche et développement. Et puis, quand ils sont arrivés à Plaisir, là, il a voulu mettre en œuvre son idée. Il a d'abord fait une brouette sur coussin d'air. C'était assez étonnant. Je ne sais pas si on va peut-être le voir après d'ailleurs, j'en sais rien. Une brouette sur coussin d'air, ça marchait bien avec des jupes. Et puis, il s'est lancé dans les petits naviplanes, les véhicules que vous avez vus au tout début du film qui évoluaient sur l'eau. Mais bon, ça a bien fonctionné aussi, mais c'était un peu consommateur d'énergie. Mais il avait en tête le développement déjà de l'aérotrain.
Son idée, c'était ça. L'idée géniale de l'aérotrain, évidemment, le coussin d'air, mais l'idée géniale, c'était aussi le T inversé, ce qui, euh, donc le déraillement du véhicule était impossible. C'était une idée géniale. Donc, il a demandé des subventions à l'État pour ça et ils ont commencé à faire le 0A donc en 1963, les premiers essais en 64. Voilà. Et moi, je suis rentré en 66. C'est à partir de 66 que j'ai commencé à piloter cette machine. Alors, l'effet de sol ensuite. Comment? L'effet de sol et les premiers véhicules sur coussin d'air. Donc, Alors, bah, l'effet de sol, on s'est aperçu qu'en injectant de l'air dans des jupes, on pouvait sustenter n'importe quelle masse en fonction du débit de la pression injectée, évidemment, hein. Donc, mais le principe de l'effet de sol, c'est assez ancien, hein. Je crois que les Anglais avaient déjà constaté ce phénomène d'effet de sol, mais personne n'avait fait de coussin d'air. C'est Bertin qui a créé le premier coussin d'air, quoi. Alors, ça a été dans un premier temps des jupes et ensuite des coussins à lèvres, quoi, pour les aérotrains, parce que les aérotrains avaient une levée de 2 à 3 cm pour une hauteur de vol de 3 mm, mais les naviplanes, ils avaient plusieurs centimètres de levée, hein, pour une hauteur de vol de 1 ou 2 centimètres. concernant le financement pour le projet, là, l'argent, vous l'avez trouvé où? Enfin, Bertin l'a trouvé où? Alors, dans un premier temps, bon, quand il a fait sa brouette et des choses comme ça, évidemment, c'était en autofinancement. Mais pour le projet Aérotrain, il a déposé des demandes à l'État, quoi. Je ne sais plus si c'était la DATAR, je crois, qui finançait. Donc, il a eu le financement pour le 01, pour la première étape, pour la version Hélice. Après, il y a eu la version Reiter, le 02, etc. À chaque fois, il y avait des financements. Mais ceci dit, au tout début, c'était évidemment la société Bertin. Mais ensuite, comme ça prenait de l'ampleur, Jean Bertin a créé la société Bertin, quoi. La société de l'aérotrain, pardon. Et ça représentait quoi, combien, là, par exemple, en euros actuels, en millions d'euros actuels? Tu saurais, non, ou pas? Non, Non. sincèrement, je sais pas ces chiffres-là, je ne les ai pas. D'accord, d'accord. Et alors que, Je peux dire qu'une chose que je peux comparer, si vous voulez, c'est que le programme d'Orléans, je ne parle pas les premiers essais, hein, le oui, programme Orléans, ça a coûté l'équivalent de l'étude du freinage du TGV, pour vous donner d'accord, une idée. Alors, bon, mais j'ai pas de valeur. d'accord. Alors, quelles étaient les utilisations envisagées de l'aérotrain dans les années 70? Alors, déjà, normalement, la voie d'Orléans était faite pour Paris-Orléans via la source, hein, par la source. La source c'était le, le centre d'études, quoi, de l'Orléans, des Orléanais, quoi. D'ailleurs, il y a un pont qui avait été transformé sur la Loire pour passer l'aérotrain. Bon, on n'est pas allé jusqu'à là, malheureusement, puisque ça n'a pas abouti, mais c'était prévu pour. Donc, ça allait jusqu'à la faculté des sciences d'Orléans. D'accord, l'université, effectivement, d'Orléans, d'accord. Ouais. Et alors, on voit qu'il y a, enfin, on parle de l'aérotrain 01 et de l'aérotrain 02. Là. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Alors, le premier aérotrain, c'est le 01. C'était un 4 places, plus le pilote et le copilote. C'est lui qui a fait le premier record à 345 km/h avec des fusées d'appoint, hein,
Pourquoi des fusées d'appoint? C'est que la voie était très courte, elle faisait 6 km 600. Donc, sur 1 km, il fallait atteindre une vitesse record. Et le 02, il a vraiment été construit pour explorer la vitesse au-delà de 100 mètres secondes. Ça, c'est Jean Bertin qui a voulu, pour qualifier après une vitesse d'exploitation, par exemple, à 350, il fallait aller à plus de 400 km/h. C'est ce qu'on a fait avec le 02, puisqu'il a atteint 428 km/h. Voilà la différence entre les deux. Ouais. Mais dis donc, ça doit faire une drôle d'impression de se déplacer au ras du sol à 100 mètres secondes. C'est... Alors, effectivement, si on compare l'aérotrain à Gometz et l'aérotrain d'Orléans, à Gometz, nous avions des références latérales. Forcément, hein, on était au ras du sol. C'est vrai que bon, la première fois avec le front que je suis monté dans le 02, il m'a lâché sur le 02, on sortait d'un virage en venant de Limours. On sortait à 200 km/h, puis sur la plaine, il fallait mettre la puissance. Et là, on était autour de 400 km/h. Et c'était impressionnant. Mais disons que, vous savez, au bout de deux ou trois passages, ça y est, on s'habituait. Hein. On s'habitue à la vitesse. Par contre, à Orléans, d'ailleurs, les passagers étaient témoins. Heureusement qu'on avait un compteur dans la cabine des passagers parce qu'ils n'auraient jamais cru qu'on allait à 400 à l'heure. Pour eux, ils avaient l'impression d'être dans une voiture autour de 100 km/h. Il n'y avait pas de référence latérale. On était à 7 mètres de haut. C'était un bon point pour l'aérotrain d'ailleurs. Hein. On était pas là pour donner des sensations. Hein. Ouais, si, des sensations de confort, mais pas des sensations de vitesse. Hein. Alors, l'autre question, c'est avantages et inconvénients techniques et commerciaux de l'aérotrain au moment de son expérimentation. Là, que peut-on en dire de ces avantages et inconvénients? Ouais, alors, les avantages, on compare le TGV. C'est difficile à comparer avec le TGV parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de TGV. Hein, si vous voulez, il faut surtout parler du prix de revient du coût de la voie. Le coût de la voie entre l'aérotrain et le TGV, il y a un rapport 3. Une voie d'aérotrain double, hein, j'entends bien, hein, il y avait un rapport 3 quand même. Un aérotrain, ça coûtait 3 fois moins cher. Pourquoi? C'est que les éléments de 20 mètres des rails qui reposaient sur les poteaux étaient à 7 mètres. Donc, l'expropriation, c'était la valeur uniquement du poteau, comme les câbles électriques haute tension, etc. Quoi. L'expropriation, c'était ça. Et on enjambait naturellement les rues, les routes, puisqu'on était à 7 mètres, il n'y avait pas d'obstacle. Alors qu'une voie de TGV, bon, en expropriation, c'est quelque chose. Hein. Bien sûr. Et les inconvénients, alors? Alors, l'inconvénient, si c'est un inconvénient, on veut toujours comparer aérotrain TGV. Ce n'était pas fait pour ça. On laissait le soin au chemin de fer des transports de passagers nombreux, effectivement. Jusqu'à 1000 personnes peuvent être transportées dans un aérotrain, pardon, un TGV. Nous, on visait plutôt un moyen de transport entre l'avion et le TGV pour les gens pressés. Pour nous, il suffisait de transporter les passagers en train autour de 200 km/h, comme ça existait à l'époque avec le Capitole, c'était bien suffisant. Et puis, nous, entre l'avion et le train, le coussin d'air dont parlent les aérotrains pour les gens plus pressés, quoi. C'était un complément de transport qui ne coûtait pas cher. On pouvait se mettre même sur le milieu des autoroutes ou sur le côté des autoroutes, peu importe. C'était relativement facile à implanter. Et concernant la voie unique, avantages et inconvénients? Mais attention,
c'était pas prévu en voie unique, hein. Et en l'Orléans, on a fait une voie unique parce que on l'a faite avec les crédits qu'on avait à l'époque, hein, Mhm. avec des plateformes de retournement à chaque bout, mais c'était prévu Paris-Orléans en double voie, hein. En double voie, ouais. Mhm. Ah oui, oui. Et peut-on identifier des inconvénients, justement, de ce système de voie unique dans un sens et dans l'autre? Je Quels ne comprends inconvénients? pas. Parce que là, Quels inconvénients, en fait, sur ce système de support de voie unique? Quels inconvénients? ah ben, en voie unique, faut synchroniser les allers-retours des aérotrains, c'est pas facile, hein. Non, mais ça veut dire que s'il y a un double voie, il y a pas d'inconvénient, finalement. C'est ça Ah que tu non, veux dire? Non, d'accord. il n'y a pas, ah non, il y a pas d'inconvénient, non, pas du tout, D'accord, non. d'accord. Bon, la Alors, le différence seul entre... avantage des chemins de fer par rapport, parce que on a roulé les, les décideurs, mais bon, c'est ce qu'on dit, hein. Parce que les chemins de fer ont toujours dit ben, pourquoi un aérotrain, nous, on a déjà les voies qui existent, donc il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai qu'ils avaient les entrées de gare. Ça, c'est effectivement, de ce côté-là, c'est un avantage. Mais ils oubliaient de dire qu'il fallait qu'ils réalisent des voies spécifiques pour pour aller à 300 à l'heure avec un TGV, hein. Ça, ils ont oublié de le dire. Ils l'ont fait après, évidemment. La différence, alors bon, je pense que tout le monde la connaît, mais tu peux rajouter quelque chose concernant la différence entre le train et l'aérotrain? Glissement, roulement? Oh, Pour bah, développer? l'aérotrain, ça aurait coûté, pour transporter les gens à des vitesses à 350 à l'heure, ça aurait coûté beaucoup moins cher qu'un train. Parce que il a été prouvé que le billet de train d'un TGV n'est pas vendu assez cher parce qu'ils n'incluent pas le prix d'entretien de la voie, la construction déjà au départ, l'amortissement de la construction de la voie, et puis ensuite l'entretien. L'entretien d'une ligne TGV, c'est quelque chose, hein. Alors que nous, à Orléans, par exemple, on a circulé sur la voie de 69 à 78, on n'a pas eu une heure d'entretien de la voie, hein. Rien. Mhm. Et la différence? Oui, oui, oui. Oui, il n'y avait pas de frottement finalement sur la voie. Ah non? Et il y avait des précautions spéciales quant à la conception de la voie. Je parle d'un point de vue béton. Alors, la conception, c'était facile, hein. C'était des éléments préfabriqués de 20 mètres. Ça, les grands travaux de Marseille savaient faire, hein. Donc, c'était très facile à faire, hein. Mhm. Et l'avantage par rapport à une voie de chemin de fer, c'est que nous, on suivait le profil du terrain. D'ailleurs, il y a des photos terribles. Des photos de la voie prises au téléobjectif, on dirait les montagnes russes, hein. C'est incroyable. Et d'ailleurs, dans le film, tout au début du film, on voit effectivement cette sinuosité Ah de oui, la on le voie. voit. Oui, Oui, c'est oui, exact. on le voit. Oui, 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 c'est tout à vrai. fait. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, la problématique, là, l'aérotrain et les pouvoirs publics, que s'est-il passé là? Il y avait un soutien, il y avait des réticences? Alors, évidemment, on a voté la ligne Cergy-Pontoise à Défense. Avant que Jean Bertin décède, ça a été voté. C'était un piège. C'était un piège parce que, bon, si on avait fait vraiment Cergy-Pontoise à Défense, il y a à peu près 40 kilomètres, on pouvait les faire à 200 km/h avec un aérotrain avec un moteur linéaire. Il n'y avait pas de problème. Les gens auraient vu une différence. Ils allaient à 200 km/h pour rejoindre de villes. C'était sensationnel, c'était bien. On pouvait admettre ça, même si ce n'est pas la voie qu'on avait choisie. Nous, on avait choisi plutôt Roissy-Orly. Mais peu importe, on pouvait le faire. Seulement, le problème, c'est quand ils ont lancé le projet de Cergy-Pontoise, euh, tout, toutes les villes avoisinantes, ils voulaient que l'aérotrain s'arrête. Bon, l'aérotrain, ça devenait un métro. Aucun intérêt. Moi, je dirais heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce que pour remplacer un métro, c'est pas la peine, hein.
ne servait à rien. Mais en dehors de ça, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas eu derrière des pressions de la SNCF pour stopper, pour freiner le développement ou les idées associées à l'aérotrain? Mais, bien sûr, déjà, ça a commencé à Orléans. On nous a imposé avec le 01, le Orléans version hélice, une période d'endurance de 3 mois. Et on avait un inspecteur des chemins de fer à bord. Hein. Moi, d'ailleurs, j'ai été obligé de former un autre pilote parce que il y avait le responsable qui pilotait aussi, mais lui faisait surtout des présentations, il faisait pas le pilote d'essai. Et moi, pour faire cette période, j'ai été obligé de former quelqu'un parce que je ne pouvais pas tourner toute la journée comme ça seul. Alors, ils nous ont imposé 3 mois d'entente sans incident majeur et avec un inspecteur donc, des chemins de fer. C'est bien pas rien à voir avec les coussins d'air. C'était un problème de moyeu hélice. Bon, ça a été réparé et puis ça s'est bien passé. Et pour moi, l'inspecteur en question devait faire un bon rapport parce que il était ravi d'être avec nous dans le véhicule. Et plus tard, mais bon, il avait vieilli. J'ai vu un article de sa part où franchement, il disait que l'aérotrain, c'était nul, quoi. C'est dommage. Ok. Et aujourd'hui, il y aurait un marché pour ce type de technique? Mais alors, le problème de l'époque, c'est que, bon, il faut vous dire que à Orléans, on a transporté 15 900, ça a été comptabilisé, hein, 15 913 passagers, principalement des étrangers, bien sûr, que ce soit des Brésiliens, des Argentins, même la Mecque, enfin, il y avait tout un tas de projets de lignes d'aérotrain, à tel point, c'est qu'ils ont financé Bertin pour faire des études de faisabilité. On était payé pour ça. Et ça marchait bien. Hein. On allait faire des lignes d'aérotrain, et notamment la ligne aussi Europol. Hein. Et manque de chance, quand Giscard d'Estaing a décidé d'arrêter le projet aérotrain, ben, tout ça, ça s'est arrêté. Alors, je vais donner aussi encore une autre précision. On a fait, avec l'aérotrain Orléans, 68 300 km. Et sur 18 km, il faut les faire. Quand on faisait, par exemple, l'endurance, on arrivait à faire 1200 km par jour sur une ligne de 18 km. Il a été mis à rude épreuve et ça a toujours bien fonctionné. Et aujourd'hui, que sont devenus ces aérotrains? Là, il y a la possibilité de voir, il y a quelque Alors, chose de proposer au public. là, justement, je vais vous en parler parce que avec Madame Janot, c'est la secrétaire de l'association, pardon, la trésorière de l'association des Amis de Jean Bertin, qui est présidée par Philippe Bertin. On avait rencontré le sénateur Hugonnet, moi je connaissais son père, donc j'avais demandé à le rencontrer, pour classer les aérotrains. Il nous a aidés dans ce sens-là. Donc les aérotrains 01, 02 et le Pitredim sont classés au monument historique. Donc, pour l'instant, ils sont stockés chez les militaires. Ils vont changer de place, ils vont aller aussi chez les militaires, mais à côté de Montlhéry. Mais nous avons trouvé un hangar grâce à la mairie de Gometz, à Madame la mairesse de Gometz. Un hangar, elle a un terrain, et maintenant, il faut qu'on trouve à peu près 150 000 euros pour me remettre ce hangar qu'on nous a offert, une commune nous a offert, un hangar de 500 mètres carrés. Ça serait idéal pour en faire un espace Jean Bertin. On ne parle pas de musée, mais d'espace Jean Bertin.
Alors, parmi les invités, si vous avez connaissance que, j'en profite, hein, de faire la promotion, une connaissance qu'une société veut sponsoriser ce projet, ben, ils seront les bienvenus. Leur nom apparaîtra sur un grand panneau. 150 000 euros, hein. Vous cherchez 150 000 euros. Ouais. Il y a des aides de la région qui peuvent se faire, là? Vous avez cherché, vous avez tenté? Et la région, ils ont plus d'argent. Alors, par contre, bon, nous, on peut mettre un peu d'argent à l'association. Je pense que la communauté de communes de la région de Gometz pourra aussi mettre un peu d'argent, mais ça ne va pas boucler, quoi. Hmm. Je pense qu'on peut trouver la moitié, mais il nous faudrait encore trouver au moins la moitié, quoi. Vous avez des idées pour trouver ce qui vous manque? Ben, pour l'instant, non, on n'a pas beaucoup d'idées, hein, sauf que Philippe Bertin, bon, il était dans la finance, hein. Je pense qu'il doit avoir des entrées dans des sociétés pour essayer de trouver un peu d'argent. Puis, on espère aussi que la société Bertin elle nous aide un peu, même si c'est pas sa priorité, les aérotrains, mais bon, ils peuvent Oui, être généreux quand même. bien sûr. Alors aujourd'hui, qu'est devenue la société Bertin? Que fait cette société? Existe-t-elle encore? Que fait-elle? Bon, ben, J'imagine qu'elle oui, existe. maintenant elle s'appelle Bertin Technologies, mais c'est toujours la même société. Bon, ils font de la recherche toujours sous contrat, là. C'est à peu près la même chose que Bertin et compagnie, hein. Bon, mais ils n'ont pas les transports dans leur domaine de recherche. Ils travaillent un peu dans tous les domaines comme le faisait la société Bertin, quoi, hein, et compagnie. Il n'y a pas un aérotrain à Mulhouse, au musée du chemin de fer? Il a été, oui, le 01. Le 01, on l'a exposé à Mulhouse. C'était Madame Griffaton qui était chargée du musée. On avait exposé le 01. Il avait demandé, mais on l'a repris, bien sûr. Et il n'y est plus? Ah, il n'y est plus, d'accord. Ah non, non, il n'y est plus, D'accord, non. d'accord. Alors, j'ai vu, Daniel, là, que dans le film, on va pas le remontrer, là, parce qu'on va pas le poursuivre le film, parce qu'il y a des problèmes de débit, là, chez certains des participants. Mais j'ai vu que dans ton activité, quand tu travaillais chez Bertin, tu développais des systèmes sur coussin d'air. Et en particulier, aujourd'hui, le déplacement de la fusée Ariane s'effectue sur coussin d'air. Oui, alors, Tu peux nous en dire, là, tu peux nous dire, nous parler de ça? oui, alors, évidemment, l'aérotrain, on va dire que ça a été un échec politique. Ça n'a pas été un échec technique, hein, on est bien d'accord. Mais la grande invention, ça a été le coussin d'air. Alors, en parallèle, on développait le coussin d'air de manutention pour transporter, manutentionner des charges lourdes. Alors, c'était un autre service, hein, c'était pas le même service que l'aérotrain. Mais moi, quand j'ai arrêté l'aérotrain, je me suis retrouvé dans ce service-là. Et puis, au fur et à mesure que les gens vieillissaient, je suis devenu le chef de produit des coussins d'air. Alors, ce qui m'a permis c'était un produit sur étagère. C'était un des rares produits qu'on avait chez Bertin, parce que Bertin, c'est une société de recherche. Généralement, quand elle aboutit, elle fait un proto, et après, le client industrialise le proto, quoi, hein. Elle va jusqu'au proto, puis elle s'arrête. Mais là, le coussin d'air, elle avait été jusqu'au bout, développer les coussins d'air. Ce qui m'a permis évidemment, c'est une commande phare, on a fait une plateforme de retournement d'Ariane 4, ça c'est à Kourou, 650 tonnes sur coussin d'air quand même, qui a été actionné par 4 moteurs de 2 kW, hein. Vous voyez, c'était 2 fois rien, quoi, comme puissance. Alors, fort de cette expérience-là, le CNES a été emballé. Et quand ils ont fait Ariane 5, ils ont voulu qu'on mette les boosters d'Ariane 5 sur coussin d'air pour les manipuler aisément dans les locaux, quoi. Alors, c'est superbe, on a eu des superbes commandes, ce qui m'a permis d'aller de 95 à 2005 à Kourou tous les ans, quoi.
Il y a quelqu'un dans l'assistance là qui peut parler de ces déplacements là, de booster de la fusée Ariane. Gérard, non, peut-être? Gérard Larvel? Non, il est là, Gérard? Pas du tout. Non, pas du tout. Je ne me suis occupé que du déplacement longitudinal. D'accord. Alors, Je ce peux que je regrette rajouter, beaucoup, je peux rajouter que ce système coussin d'air, on le retrouve, moi j'ai travaillé dans des lignes d'assemblage aéronautique là. Il y a des grosses plateformes et certaines solutions sont sur coussin d'air aussi pour déplacer des plateformes mobiles, donc ouais. qui peuvent être assez consistantes. Souvent elles sont sur roues, elles peuvent être sur rail, mais il y a des solutions sur coussin d'air et effectivement pratiquement à la main on peut pousser des plateformes de plusieurs dizaines de tonnes. Ouais. Alors, ce que je regrette beaucoup, c'est quand je suis parti de chez Bertin, j'avais trouvé, si vous voulez, un remplaçant, parce que quand j'ai dit je partais à la retraite, on m'a dit d'accord, mais tu nous trouves un remplaçant. Bon, j'avais trouvé un remplaçant, euh, donc responsable de l'activité coussin d'air. Bon, ça marchait pas trop mal, sauf que il a trouvé une place de directeur dans une société, il est parti de chez Bertin, et ben, l'activité, elle a tombé, elle est tombée en ruine, quoi. Et je suis allé après la retraite, je suis allé débrouiller une ou deux affaires, et puis après, moi, j'ai lâché, et finalement, la société Bertin a revendu l'activité coussin d'air à notre concurrent. C'est le comble, mais enfin bon, c'est comme ça. Et votre concurrent, et quel est ce concurrent? C'est IMS. Une société française, allemande? Française, française. Française, Oui, d'accord. française. Et D'accord. qui, à l'origine, revendait des coussins américains. Ouais. Mais après, elle a vendu des coussins, je ne sais plus, hollandais, je crois. Non, pas hollandais, ouais, je ne sais plus, c'était, enfin, bon, du nord de l'Europe, là. Et bien maintenant, elle vend aussi des coussins Bertin, bien sûr. Ouais. Mais la société Bertin était la première à développer des systèmes de déplacement comme ça, de Ah oui, 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 manutention pour sondeur. oui, absolument. Ah oui, 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 elle était la première en France. Mais en parallèle, les Anglais s'étaient mis aussi à faire des coussins d'air de manutention, mais ça ne s'est pas bien développé chez eux. Ils ont pas bien maîtrisé la technique. Par contre, les Américains avaient développé aussi en parallèle des coussins d'air. C'était pas du tout la même conception que Bertin, mais ça s'appelait Aerogo d'ailleurs. Mais les premiers, c'était Bertin. d'accord, d'accord. Et aujourd'hui, le déplacement des fusées américaines, là, ça s'effectue comment? Sur le même principe, sur coussin d'air aussi, non? Ah, aucune idée. Vous ne savez Aucune pas? idée, je crois pas, non. Je crois pas, Quelqu'un non. sait, non? Quelqu'un sait? Je crois que c'est sur des rails. Sur les Aucune Ah, c'est rails. idée. toujours sur des rails hein, quand c'est en déplacement. Oui, ils sont sur des rails, hein, oui. Ou des chenilles, hein, comme il y avait eu le programme Apollo, la fusée Apollo 5, elle se déplaçait sur des énormes chenilles. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, on voit effectivement, il y a des photos là qui sont accessibles. On peut voir ça sur Internet, ouais, c'est vrai. Est-ce le vestige d'une époque révolue ou la trace d'un temps à venir? Incongru, perdu au milieu des cultures de la Beauce, à moins d'une centaine de kilomètres de Paris, près d'Orléans, l'étrange viaduc de Chevilly. Tous les 100 mètres sur 18 kilomètres, avec la régularité d'un métronome, des pylônes de béton portent sur eux les marques du temps. Au-dessus, rien. Juste un rail, témoin d'une époque qui sans doute avait été glorieuse. Ce viaduc a été construit pour tester un engin incroyable, l'aérotrain, une invention qui a bien failli révolutionner le monde des transports. L'aérotrain n'avait rien à voir avec les véhicules classiques. Sans roues, mi-train, mi-avion, il circulait à grande vitesse sur un coussin d'air guidé sur un rail en T inversé. Cet engin exceptionnel,
on le doit à Jean Bertin, un inventeur visionnaire. Jean Bertin, c'est un homme fabuleux. C'était vraiment un inventeur. Il avait, je ne sais pas combien d'idées par jour, mais si on avait un problème sur l'aérotrain, il suffisait qu'il réfléchisse 30 secondes pour avoir l'idée, mais faites donc ceci, vous allez voir, ça va marcher. Et la majeure partie du temps, effectivement, on appliquait ce qu'il nous disait, et puis ça marchait. C'était un patron fabuleux, Jean Bertin. On aimait être à ses côtés, c'est évident. On avait tout à apprendre de lui. La majeure partie des ingénieurs sont des inventeurs, mais ils inventent souvent à un problème posé. Jean Bertin, c'était un peu différent. Lui, il inventait en permanence. Dans les années 50, Jean Bertin redécouvre par hasard l'effet de sol et développe son application à travers le coussin d'air. En créant une surpression d'air, on supprime le contact direct avec le sol et donc les frottements. Jean Bertin, ingénieur venu de l'aéronautique, imagine alors un véhicule de transport en commun volant à quelques centimètres du sol. En 1965, le premier prototype aérotrain échelle 1,5 a été posé sur son rail en forme de T inversé. Conçu pour la vitesse de 200 km/h, l'aérotrain expérimental 01 est propulsé par un moteur d'avion et une hélice aérienne. Il est sustenté par 4 coussins horizontaux, alimentés par 2 ventilateurs. Pilote des différents prototypes, Daniel Hermis est entré chez Bertin en 1966. C'était un début d'aventure et j'ai choisi, à cause de l'aérotrain, c'est évident. Cette machine qui ressemblait à un avion sans aile sur son rail, il est évident que c'était c'était même beaucoup futuriste, quoi. Pour protéger ses innovations, la société créée par Jean Bertin a déposé plus de 1800 brevets en 40 ans. Bertin déposait beaucoup de brevets qui étaient des brevets concernant des coussins d'air, des aérotrains, des naviplanes, enfin tout ce qui était effet de sol, plus un certain nombre de brevets de mécanique. Maintenant, Bertin ne dépose plus que quelques brevets par an, une petite dizaine, à comparer à plus de 40 brevets dans les années fastes, il y a une vingtaine d'années. Un brevet permet aux innovateurs de se protéger des contrefaçons. Déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, il décrit très précisément le procédé de fabrication des appareils innovants. Le brevet permet aussi de vendre une licence d'exploitation et de toucher des droits d'utilisation, des royalties. En France, sont déposés chaque année 12 000 brevets, beaucoup moins qu'aux États-Unis ou qu'au Japon. Le brevet offensif, c'est-à-dire la personne qui veut inventer quelque chose et le breveter pour vivre des rentes correspondantes, ça je pense qu'effectivement c'est relativement passé de mode. Mais vous n'avez pas un industriel sérieux qui aujourd'hui n'a pas le réflexe, quand il a une bonne solution qui est en avance sur son temps, de se donner une protection par rapport à sa concurrence en protégeant sa solution pour un temps. Le principe mis au point par Jean Bertin est très simple. Il suffit de propulser de l'air comprimé dans une enveloppe souple. Elle laisse s'échapper un filet d'air et supprime ainsi l'adhérence au sol. Le transport devient plus facile. C'est sur coussin d'air qu'on déplace les tribunes du Stade de France afin de dégager la piste d'athlétisme. C'est sur une table, aussi sur coussin d'air, qu'Ariane est conduite vers son aire de lancement. Cette table Ariane 4, elle a une capacité de 650 tonnes. On peut imaginer, si vous voulez, 650 voitures montées sur une plaque tournante. Alors, une fois en sustentation, on a éliminé les frottements, bien sûr. Il faut quand même un peu d'énergie pour la faire tourner. Et là, 4 kW suffisent pour la faire tourner. Alors, ces 4 kW, c'est en fait
l'énergie qu'il vous faut pour une machine à laver, quoi. Bien sûr, Ariane ne vole pas sur coussin d'air. Si l'aérotrain n'a pas été commercialisé, le procédé s'est imposé comme solution technologique qui n'a pas dit son dernier mot. Daniel Hermis travaille aujourd'hui sur des plateformes de manutention. Ces chariots permettent de déplacer à la main, sans effort, des charges allant jusqu'à 10 tonnes. Il n'y a pas beaucoup d'innovation dans ce type de produit. Ça peut arriver, bien sûr. Si on parle des plateformes d'Ariane, il y a toujours un peu d'innovation. Mais pour celle-ci, on est vraiment dans un produit standard. Oui, la partie noble de ce produit, c'est quand même le coussin d'air, qui a été une innovation il y a quelques dizaines d'années. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que ça découle quand même, donc, si on veut, des véhicules aérotrains qui volaient à quelques millimètres de hauteur, qui allaient à plus de 300 km/h, plus de 400 même. Ici, on vole à quelques centièmes de millimètres de hauteur, et puis ça se pousse à 1 ou 2 km/h maximum avec ça. On peut considérer que c'est une part d'innovation aussi. Dans la société Bertin, l'échec de l'aérotrain n'a pas été oublié. Les 350 ingénieurs qui se consacrent à l'innovation technologique ont le souci que chacune de leurs découvertes puisse être appliquée à plusieurs domaines à la fois. Que toi tu as à faire pour dimensionner au plus juste les dépoussières. C'est bien de l'innovation au sens, je dirais, moderne. On développe un produit dans un domaine, on n'arrive pas à le valoriser dans ce domaine, et bien on cherche d'autres domaines où on peut valoriser ce produit. Donc ça n'est pas du tout le fruit du bazar, ça n'est pas du tout... c'est tout à fait recherché, et c'est ce que l'on essaie de faire systématiquement, de valoriser tous les travaux que l'on fait dans certains domaines, dans le domaine pétrolier, dans le domaine de la défense, de les valoriser dans d'autres domaines. Comme à l'époque de Jean Bertin, l'innovation n'a jamais été le travail d'un seul homme. Aujourd'hui encore, la résolution des problèmes complexes n'est possible qu'en associant les compétences dans toutes les branches de l'industrie. On travaille beaucoup dans le domaine de la défense, donc là je ne peux pas en parler. Peut-être l'une des plus belles réussites de Bertin ces dernières années est le radiateur passif de Météosat seconde génération. Un radiateur qui sert à refroidir les optiques qui permettent de prendre des photos de la Terre dans le visible et dans l'infrarouge pour avoir la météo tous les jours. Le chercheur est content quand ses travaux lui permettent de réaliser des produits dont on parle dans la vie de tous les jours. Les années 60 furent l'époque des grands projets. Le nucléaire, le Concorde, le France, les fusées Ariane. Ne manquait que le train à grande vitesse, ce devait être l'aérotrain. Derrière la cabine, où se tient le conducteur, 80 passagers peuvent prendre place. Je pense que le monde entier est venu nous voir, y compris les Japonais à l'époque. C'était un peu grisant, il faut reconnaître, mais le plus grisant, c'était quand même les véhicules eux-mêmes, quoi. Vous savez, quand on a 20 ans, on aime la vitesse. Et aller 100 mètres secondes au ras du sol, c'était quand même fabuleux, il faut reconnaître. Mais on avait envie d'aller plus vite. C'est ce qui était assez remarquable dans l'aérotrain, de par sa stabilité, on avait toujours envie d'aller plus vite. De retour dans le véhicule, nous suivons à nouveau cette fantastique accélération. La première fusée s'allume. Les photographes sont prêts. Oui, mais ils l'ont raté. Il ne reste que 1600 mètres de voie et des parachutes de freinage sont ouverts. Notons la parfaite stabilité de l'engin. Notre record, on a mis beaucoup de temps à le battre, et ceci dit, on aurait pu aller beaucoup plus vite. On s'est tenu à cette vitesse-là, pourquoi? Parce qu'on avait cette puissance qui nous permettait d'aller à 430, mais il est évident qu'on aurait pu aller à 600, 700, pourquoi pas 800 km/h, en toute sécurité. Mais les grandes innovations ne peuvent se réaliser sans les pouvoirs publics. Jean Bertin avait convaincu le président Pompidou. Sa disparition en 1974, ainsi que les conséquences du choc pétrolier, sonnèrent la fin de l'aérotrain. Pour nous, c'était clair. Ça marchait tellement bien qu'on allait faire déjà la ligne Paris-Orléans et puis d'autres lignes derrière, quoi.
Malheureusement, rien. On est peut-être arrivé trop tôt. C'est peut-être trop futuriste à l'époque. Puis vous savez, ça ne tient à pas grand-chose. Il faut, sans entrer dans le jeu de la politique, si Pompidou n'était pas décédé, le président Pompidou, il y aurait eu un aérotrain en France. C'est évident. L'innovation est un art difficile, parsemé d'obstacles, technologiques, politiques, économiques, auxquels il faut rajouter la concurrence industrielle. Une idée, parce qu'elle est bonne, trouvera forcément son application, mais un projet trop ambitieux peut ne jamais voir le jour. L'aérotrain en est sans doute le parfait exemple. Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à ceux qui sont présents là sur la ligne. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient posées. Qui veut prendre la parole? Ben, je veux bien poser quelques questions, Patrick, à l'intervenant. Oui, alors je suis très intéressé par l'aérotrain. Merci de cette conférence, surtout que je suis un ancien Orléanais et que je l'ai vu passer quand j'étais jeune. Je me demande, quand on est dans l'aérotrain, la sensation de confort passager par rapport à un TGV, par exemple. Dans un TGV, on a des accélérations latérales, on peut à peine rester debout dans l'allée, parfois, pour aller d'une voiture à l'autre. Je suppose que dans l'aérotrain, on n'a pas du tout ces accélérations latérales, là, et que on est comme dans un avion en air calme. Vous avez absolument raison, j'ai oublié de le préciser, mais dans le premier film, vous voyez Jean Bertin, on est en fonctionnement, il est debout dans l'allée et ça bouge pas. On pouvait écrire dans l'aérotrain qu'on ne pouvait pas écrire dans les premiers TGV. Les derniers TGV, je ne peux pas dire, hein, c'est peut-être un bon produit maintenant, ils ont peut-être des amortisseurs latéraux, je n'en sais rien, mais c'est vrai que les premiers TGV, on ne pouvait pas écrire dans le TGV, hein, alors que l'aérotrain, on pouvait écrire normalement. Hein. Oui, c'est ça. Malgré les montagnes russes? Ah oui, oui. Les montagnes russes, c'est fait au téléobjectif, attention. Hein, c'est des grands rayons quand même. Mais non, il n'y a aucune accélération désagréable pour les passagers. Dans les problèmes que j'ai écrits là dans les questions écrites, il y a cette affaire du virage. Les virages étaient relevés, hein, normalement, pour vaincre la force centrifuge. C'est ça, donc c'est relevé d'une certaine façon. Donc, est-ce que ça voulait dire… En avion, on est incliné, hein, donc c'est pas tout à fait comparable. Donc, le rail est incliné. Est-ce que ça voulait dire que pour pouvoir prendre le virage, il fallait être dans un certain créneau de vitesse? Si on était trop vite, c'était au-delà de la compensation. Si c'était en dessous, on était au-delà de la compensation. Hein, et est-ce que finalement, le système allait être limité dans les virages en vitesse à cause de l'inclinaison? Il a été effectivement exécuté un virage exprès incliné pour vaincre évidemment la force centrifuge, mais c'était calculé pour 350 km/h. Oui, mais dans ce cas-là, à zéro ou à très faible vitesse, on tombait quoi? Ah non, vous êtes toujours guidé par les coussins d'air. Non, à faible vitesse, il n'y a aucun problème. Hein. Mais non, on ne tombait pas. Si vous voulez, c'est la raideur du coussin. Le coussin sert d'amortisseur. À ce moment-là, il n'y a pas aucun problème. Donc, non, heureusement. C'était une de mes questions. Est-ce que le coussin était d'une couche uniforme ou est-ce qu'il était capable de compenser l'inclinaison? Oui, bien sûr. Donc, ça voulait dire plus de pression à droite qu'à gauche ou plus de pression à droite qu'à gauche ou de gauche à droite, enfin. La pression, automatiquement, comme vous comprimez une suspension, la suspension qui était à air, donc c'est la raideur de la suspension qui faisait qu'on passait allègrement, soit à faible vitesse. Pour la grande vitesse, il est évident qu'il fallait les incliner pour vaincre la force centrifuge, parce que les coussins d'air, la raideur du coussin d'air n'aurait pas permis de tenir le véhicule. Il aurait été, ceci dit, il n'y avait pas de déraillement possible. Hein. Il y avait des patins de guidage en bois qui l'auraient plaqué simplement sur le rail.
mais ça n'aura pas été confortable. Je vais redonner, s'il vous plaît, là, pour les questions, ça serait mieux si vous leviez la main. Donc, vous avez un petit une icône là pour le faire. Je vais redonner la parole à Jean-Pierre Chamblin, qui, je pense, Oui. n'a pas terminé sa question. Oui, oui, j'essayais de me mettre un petit peu à la place du passager de l'aérotrain et je crois que bon, on a bien compris que c'est plus confortable, ça aurait été plus confortable. Ah, Je n'ai plus de son, moi. oui, il n'y a plus de son. Jean-Pierre, tu nous entends? J'ai vu que il y avait on utilisait un parachute. Est-ce qu'il y avait des roues qui venaient ensuite pour la faible vitesse, pour l'arrêt complet? Est-ce qu'il y avait aussi je suppose qu'il y avait aussi donc un système de freinage. Est-ce que ce système de freinage, il marchait aussi à haute vitesse et grande vitesse? Alors, J'aurais une dernière question sur le bruit après. On te passera les la parole parachutes, après, Jean-Pierre, pour que tu termines. Vas-y, Daniel, à toi, vas-y, tu réponds. bon, alors, les parachutes que vous avez vus s'ouvrir, c'était des essais, mais en fait, on n'a jamais utilisé les parachutes. Ils étaient là en secours à grande vitesse, quoi, hein. Parce que le freinage de l'aérotrain, bon, c'était simple déjà quand on est à 350 à l'heure et qu'on coupe la poussée du rider, par exemple, tout de suite l'aérodynamisme fait que on ralentit de 100 km/h très rapidement. Ensuite, il y avait en version hélice, il y avait une version du pas de l'hélice, hein, comme sur les avions. L'hélice c'était plus 45, moins 45. Et sur le Reiter, ben, c'était l'inversion du pas de l'inversion du G. Donc il y avait une reverse sur le I-80 haute vitesse. Et alors ça, c'est pour le freinage, disons, jusqu'à 100 km/h. Et puis après, nous avions des mâchoires qui serraient la partie verticale du rail. Voilà. C'était des patins en bois. Et voilà. C'était buette. On n'a rien inventé parce que on a fait un tas d'essais de freinage. On a essayé divers matériaux. Et c'était le hêtre qui avait le meilleur compromis au niveau freinage et usure. Bon, si on mettait du sapin, ça freinait mieux, mais ça s'usait très vite. Et si on mettait du chêne, ça s'usait pas, mais ça freinait pas bien, quoi. Le hêtre, c'est un bon compromis. D'ailleurs, les premiers freins sur les métros, je crois que c'était des patins en hêtre aussi. Vous voyez, si on fait des comparaisons. Oui, d'accord. Et il a jamais Évidemment, été. en sécurité, si rien ne fonctionnait, on pouvait se poser comme sur des patins en bois. Il y avait des patins en bois aussi en hêtre dessous. Ça fait l'objet d'ailleurs des essais, hein. On coupait la sustentation, puis on se posait sur les patins en bois. Ah oui. Ça sentait un peu le brûlé, mais c'est tout. Une autre D'accord. question, Jean-Pierre? Jean-Pierre, tu as autre chose à... Non? Non, mais c'est très intéressant. Oui, moi j'avais éventuellement une dernière question sur le bruit parce que il me semble quand même que du côté d'Orléans là, les gens qui étaient pas loin disaient que ça faisait beaucoup de bruit. Alors, je vais vous dire une chose. En version hélice, on faisait moins de bruit que le Capitole. Et ça, on a des mesures encore, hein. Ah oui. C'est-à-dire, à même distance, ça faisait moins de bruit que le Capitole. Pourquoi? Parce qu'on avait une hélice carénée. C'était pas du tout bruyant. Alors évidemment, quand Jean Bertin voulait aller plus vite, on a mis un réacteur, mais qui n'était pas réputé pour être silencieux. C'était un JT8 qui équipait les caravelles. Vous avez peut-être entendu parler de ce réacteur-là. Oui, tout à Bon, fait, il oui. était particulièrement bruyant, Oui. mais il est évident qu'on n'aurait pas mis des réacteurs si on avait fait la voie Paris-Orléans, on n'aurait pas mis des réacteurs, on aurait mis deux hélices. D'ailleurs, il y a des hélices maintenant ça a drôlement évolué depuis, hein. Il y a des hélices qui sont beaucoup plus silencieuses qu'avant, en plus, hein. Mais on aurait mis deux hélices carénées pour aller à plus de 300 à l'heure, quoi. Oui, d'accord. Ben, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu le réacteur de Caravelle, hein, et quand évidemment un réacteur de Oui, Caravelle c'est ça. qui passe à 300 mètres et à 300 à l'heure, ça fait un peu de bruit, quoi. Ça nous a fait mauvaise presse, c'est dommage. C'est comme à Gomez, si vous voulez, quand on a fait les tirs de fusée
Évidemment, on n'avait pas à mettre la propulsion par fusée sur les aérotrains, mais quand vous avez une voie de 6 km et que vous avez vraiment un palier de 1 km, il fallait bien une puissance instantanée pour Ah bah battre oui. des records. Ah Alors, oui. on a mis des fusées, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. OK, ben merci beaucoup. Merci, merci Jean-Pierre, Avec merci plaisir. Daniel. On va donner la parole à Pascal et ensuite à André, là, qui ont levé la main. Donc Pascal, vas-y, c'est à toi. Oui, bonjour et merci de cette conférence. En fait, j'ai intervenu tout de suite là parce qu'à un moment donné, vous avez parlé justement des patins, mais sur une des vidéos, moi, j'ai cru voir des roues horizontales qui servaient à guider sur la partie verticale du T. Ouais. Et vous en avez parlé un petit peu aussi dans le cas du virage pour guider en fait finalement et amortir les effets de force centrifuge. Et je me posais la question finalement et au-delà de ça, il y a même eu la vidéo avec la crémaillère disant que ces roues de guidage allaient aussi permettre de monter des pentes jusqu'à 20%, je crois, si je me trompe pas. Donc en fait, fort de tout ça, je me disais, mais est-ce que cette pièce-là n'était pas un point de faiblesse, puisque en fait là, on revient directement dans la mécanique pure et dure, avec les frottements, les usures, en l'absence de cette pièce, Non, que se non, passe-t-il? je vais tout vous expliquer. Ce que vous avez vu, les roues, c'était pas des roues de guidage, c'est des roues de propulsion. Pourquoi? Parce que pour Cergy-Pontoise à Défense, on devait mettre un moteur linéaire sur l'aérotrain. Malheureusement, le Merlin-Gérin n'a pas su mettre au point son moteur linéaire. Et en attendant que le moteur gimbal soit au point, on avait imaginé de faire de la propulsion par des roues pressées. Mais elles ne servaient pas de guidage. Hein. Le guidage, c'était toujours par coussin d'air. C'était de la propulsion. Alors, on a fait un petit banc d'essai sur le 01 pour voir comment ça fonctionnait. Ça marchait très bien. Mais d'abord, ça n'aurait pas été hydraulique comme les essais qu'on a fait, ça aurait été électrique. Hein. Mais c'était pour la propulsion. D'accord. Et là, on revenait dans un schéma de métro, de train qui entraîne des roues et qui frotte sur le rail, en fait. Et on perd, on gagne simplement la sustentation du coussin d'air pour le poids de la machine. Mais on reste sur une mécanique. Et donc, pour moi, la question, c'était… Attention, ça aurait été provisoire. Hein, ça aurait été provisoire parce que normalement, on remettait derrière un moteur gimbal, un autre moteur linéaire. D'accord. Ça a été vraiment des essais. Vous savez, ces essais-là, ça a duré 2 mois, je crois. C'est parce que Bertin voulait un moyen de substitution pour dire bon, si on fait Cergy, il ne faut pas qu'on soit coincé par le moteur linéaire. Hein. Mais c'est tout. Hein. Et l'autre question, c'était quoi? Je ne sais plus, j'ai oublié déjà. En fait, c'était bon. Ça c'était sur la partie technique. Après, j'avais d'autres questions sur qu'est-ce qui était envisagé en termes d'exploitation, formation des personnels. Est-ce que vous avez été jusque développer le concept d'opération en disant, vous avez parlé des 2 voies, il y a des gares. Est-ce qu'il y avait un chef de gare? Est-ce qu'il y avait de la signalisation? Est-ce que le conducteur de train était en contact permanent radio avec un centre de contrôle? Enfin, qu'est-ce qui était envisagé si vous avez été jusque-là? Non, on n'a pas été jusque-là. Justement, ça devait démarrer à ce moment-là, et on n'a pas été jusque-là. Par contre, si vous parlez de l'aérotrain d'Orléans, on était toujours en liaison radio hein, avec la base, toujours. Hein. Et la base, alors ce que j'ai pas toujours tout compris, la base c'était à Gonesse ou c'était la base qui était sur la ligne de train en gare d'Orléans ou en gare de… Il y a eu une base à Gonesse, il y a eu une base à Orléans qui était à Chevilly. Chevilly, c'est ça, d'accord. Okay, on va donner la parole à André. Merci Pascal. André, allez, c'est à toi. J'ai vu que tu avais posé une question sur les aiguillages. Vas-y André. Oui. Donc j'avais une question sur les aiguillages. Est-ce qu'on a essayé de faire des aiguillages dans toutes les campagnes là? Est-ce qu'on a essayé de faire des aiguillages? Deuxième question, puisqu'on a un pilote, on a peut-être plus beaucoup de pilotes qui sont encore de ce monde.
Quel est son témoignage par rapport au pilotage? C'est-à-dire, je voulais demander qu'est-ce qu'il avait comme commande à sa main. Bon, évidemment, il fallait la puissance et la vitesse, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y avait d'autres commandes? Le freinage, bon, c'est évident tout ça, mais est-ce qu'il y avait d'autres commandes pour, par exemple, régler la hauteur du véhicule sur les rails, pour d'autres commandes? Et ensuite, dans les questions de stabilité, justement, est-ce qu'on injectait l'air uniquement à certains endroits et partout à la même pression, pour simplifier, ou est-ce qu'il y avait des asservissements compliqués qui envoyaient des jets d'air plutôt telle pression ou telle pression, à l'avant, à l'arrière, en horizontal et pas seulement en vertical, ou est-ce qu'on envoyait tout en horizontal et puis ensuite ça se débrouillait pour couler par-dessous et soulever le véhicule? Comment est-ce que ça se passait, ces écoulements d'air, et comment c'était stable surtout? Daniel, vas-y, d'abord les aiguillages. À toi. Alors, les aiguillages, ça a été expérimenté, mais on ne l'a pas vu dans le film, ça? Je ne sais pas si effectivement on a été jusque-là dans nos premiers films. Oui. Alors, l'aiguillage, c'était facile parce qu'il fallait faire la partie verticale, la construire en aluminium et tirer sur l'aluminium pour le déformer. Enfin, l'aluminium, c'est flexible. Et on a expérimenté des aiguillages comme ça à Gometz, ça marchait très très bien. Hein. Même sur le Tridim, il y avait un aiguillage par déformation comme ça du métal, une légère déformation, hein, avec des vérins synchronisés. Donc l'aiguillage n'était pas un problème pour les aérotrains. La seconde question, vas-y, rappelle. Pilotage. Vas-y, André. Ensuite, il y avait la question du pilotage. Qu'est-ce qu'il avait comme commande à sa main? Voilà. Alors, moi, si vous voulez, j'ai été pilote d'essai, contrairement, par exemple, à Henri Graff, qui était aussi pilote là-bas, mais qui faisait surtout les présentations parce qu'il parlait bien anglais. Moi, j'étais vraiment le pilote d'essai, c'est-à-dire le matin, j'allais voir l'ingénieur d'essai, s'il y avait un ingénieur d'essai sur la base d'Orléans, il me donnait la feuille de route. Et dans les essais étaient très variés. Par exemple, on jouait sur la hauteur de sustentation. On disait aujourd'hui, aujourd'hui, tu veux mettre tel régime sur les ventilateurs. Puis tout était enregistré. Oui, bien sûr. Alors, dans les coussins d'air, c'était simple. Il y avait une grande gaine d'alimentation qui partait du devant. Il y avait une entrée d'air de chaque côté. L'air, il y avait un ventilateur derrière qui envoyait l'air sous pression dans cette gaine. Et il y avait à l'intérieur ce qu'on appelle des pelles. Il y avait comment on peut appeler ça, hein, on captait l'air avec un système de pelles qui envoyait l'air dans les coussins, mais il y avait pas de variation à l'intérieur parce que ces pelles étaient calculées pour être soniques, c'est-à-dire qu'elles étaient à débit constant pour les coussins d'air. Et la pression s'équilibrait avec la masse. Hein. Pour vous situer, la pression dans les coussins d'air, c'était 30 millibars, donc 30 grammes au centimètre carré, parce que les coussins d'air occupaient toute la surface du véhicule, aussi bien en guidage qu'en sustentation. Hein. Mais au niveau pilotage, alors, l'aérotrain d'Orléans était très sophistiqué, à tel point, c'est qu'il y avait un train d'atterrissage comme sur un avion. Il y avait une roue avant et une roue arrière. Ce qui nous permettait on escamotait, par exemple, la partie verticale du rail pour pouvoir rentrer dans le hangar. Et à ce moment-là, on était en sustentation, on baissait le train d'atterrissage. Sur ce train d'atterrissage, il y avait 2 moteurs hydrauliques, donc on actionnait les moteurs hydrauliques et j'avais un volant, comme il y a sur certains avions, hein, qui dirigeait la roue avant et on rentrait dans le hangar comme ça. La roue arrière, elle, on pouvait l'activer, la mettre à 90 degrés pour ripper l'arrière, par exemple. Donc ça, c'était des manœuvres au hangar, pour ainsi dire. Mais je veux dire, oui.
quand on était en service, quand on roulait quand on roulait, est-ce que le pilote, oui, Quand on volait. Quand on volait. oui, quand on volait, quoi. Est-ce que le pilote avait juste la vitesse à commander ou est-ce que le pilote avait une autre charge de travail? Bon, la charge de travail, c'est déjà la mise en route des moteurs, hein, on est bien d'accord. Hein. Il y a toute une procédure. Bon, si vous voulez, je ne suis pas devenu pilote comme ça d'un seul coup. J'ai fait quand même des stages chez Ratier pour l'hydraulique, chez Ratier pour les hélices, chez Messier pour l'hydraulique, chez Turbo-Méca pour les turbines, et à Snegma pour les réacteurs, etc. Donc, il y a des procédures. Si le pilote nous entend, il y a des procédures de mise en route. Mais à part ça, une fois que la procédure était bien effectuée, bon, le train était en sustentation, l'hélice, par exemple, en service, il suffisait de pousser la manette et puis on avançait, quoi. Hein. Il fallait bien respecter après les distances pour pouvoir freiner parce qu'au bout, il n'y avait plus rien. Hein. Donc, c'était ça. Mais c'est pas un avion. Hein. On était guidé par le rail. Donc, c'était pas très compliqué. C'est ça. Quand tu dis c'était pas très compliqué, c'est ça que tu dis? Oui. Bon, non. J'avais pas oui, j'avais formé un autre pilote aussi à Orléans quand on a fait l'endurance, et puis il s'est mis assez rapidement sur la conduite, hein, sans problème. Donc, c'était surtout le contrôle du moteur. Oui. Excusez-moi. Ouais. André, as-tu un complément de questions à poser à Daniel? Je crois que c'est les questions que j'ai posées par écrit. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Non? Ben, écoutez, je crois qu'il est... Oui, Pascal? Moi, j'avais une petite question. On a parlé de la stabilité. J'ai en tête, en fait, une Formule 1 qui va à 300 km/h et pour lequel le moindre défaut en tangage peut amener à décoller. Et comment, pour des vitesses de 400 km/h en coussin d'air, comment cet effet je ne sais pas si c'est un effet de sol ou pas, cet effet aérodynamique qui soulève en fait la voiture, pouvait-il être compensé sur l'aérotrain? Non, alors là, évidemment, si vous parlez d'une voiture de course, il y a effectivement un effet de sol qui est néfaste pour la voiture. Il faut le compenser par des plans des porteurs ou des choses comme ça pour claquer la voiture. Hein, on est bien d'accord. Mais l'aérotrain, non, il n'y avait pas. Si vous voulez, il n'y avait pas d'air qui rentrait à l'intérieur. L'air qui rentrait par les bouches des ventilateurs, ça pouvait que nous faciliter la sustentation. Hein. Donc, il n'y avait pas de problème. Le train, il pouvait pas décoller, quoi. Hein. Pascal, tu fais sans doute référence si tu veux, au problème qu'a connu Pescarolo dans la ligne droite du Mézières au 24 heures du Mans. Mais c'était en fait lié à des irrégularités du sol et qui a soulevé c'est ça. Avant voilà. Mais la voiture en elle-même, elle a une portance quelque part. Bon, certes, ils ont et d'ailleurs, ils sont les premiers à faire effectivement des plans des porteurs pour la plaquer. Mais malgré ça, ça peut décoller. Merci. Non, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Merci beaucoup, Daniel. Merci à tous pour vos participations. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est que... Vas-y, Daniel. L'aérotrain, j'ai connu le monde de l'aviation. Ça m'a permis de connaître le monde de l'aviation. Pour moi, c'était la grande aventure parce que côtoyer des gens de l'aviation. Donc, après l'aérotrain, j'ai passé mon brevet de pilote et je suis devenu le président de l'aéroclub Jean Bertin. Encore une belle aventure qui est poursuivie par Gabriel Marquette, que je remercie. J'en profite pour le remercier s'il m'écoute. Donc, vous voyez, l'aventure a continué après. Donc, je me suis amusé toute ma vie, moi. Je vois qu'il y a Claude qui a rallumé sa vidéo. Tu as une question à poser, Claude, non?
Tu Non, voulais non. rajouter quelque chose sur la Formule 1 parce que tu as Oui, travaillé je voulais beaucoup sur la rebondir sur Formule ça, et 1. puis je trouvais pas la main levée là. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, il y a une histoire de masse. Enfin, évidemment, la voiture de course, elle est très légère et elle a une surface, alors normalement déportante. Et puis, effectivement, le moindre défaut en tangage ou de la piste fait que la surface déportante, tout d'un coup, elle peut devenir portante. Et là, vu le rapport de la Ouais, portance et de la masse de la voiture, ça décolle. J'imagine que exactement. Ouais. l'aérotrain est suffisamment lourd et la surface potentiellement, il faudrait vraiment qu'il se mette en incidence monstrueusement pour qu'il. Oui, Mais c'est pas je possible. suppose qu'il risquait pas de décoller, oui. Non, 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 il risque pas de décoller. Oui, Claude Wald est le directeur de l'Institut Eurotechnique de Saint-Cyr-l'École. Il est pas Voilà. mal travaillé dans les voitures de course mais les Formule 1, par exemple, ne décollent pas. On voit rarement, enfin si, à part un accident, mais parce que là, par contre, elles ont des niveaux de déportance tellement énormes que c'est 4-5 fois la masse de la voiture. Donc il y Ah a oui, peu de chances qu'un défaut d'incidence annule ou encore plus prendre la surface portante. Par contre, les d'accord. voitures du Mans ont des coefficients de déportance beaucoup plus faibles. Et effectivement, dans les années, c'était fin 90, début 2000, Oui, là, il y a quelques cas de voitures qui ont décollé. Ouais. Ouais. voilà. Bon, bah, c'était intéressant d'avoir le retour de Claude Wald, Robert. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous. Un grand merci, Daniel, là, pour ton Bah, intervention. Je crois que ça a passionné pas mal de personnes. Merci beaucoup. c'est moi qui les Le- remercie. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc si vous souhaitez avoir le PDF de la présentation, mais vous avez vu qu'il n'y avait pas énormément en fait de diapos, il y a simplement à la fin des liens Internet qui vous permettront d'accéder à des enregistrements vidéo, ne serait-ce qu'au niveau de l'INA. En tout cas, si vous le souhaitez, vous m'exprimez votre demande avant samedi soir, de sorte à ce que je vous envoie ça au plus tard dimanche. Et puis, quant à l'enregistrement vidéo, eh bien, il sera très rapidement sur le site de la chaîne YouTube du groupe Île-de-France, je pense, dans le courant de la semaine. Voilà. Un très grand merci, Daniel, pour ta présentation et au revoir à tous. Ben, merci Patrick, merci à tous de cette participation. C'est un plaisir toujours de parler de l'aérotrain. Merci. Merci, Daniel. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.